Bonjour. Cette vidéo va vous montrer des sujets traités par des étudiants ayant suivi une unité d'enseignement interdisciplinaire intitulée Relations humain-nature, unité qui est proposée dans le master BEE, Biodiversité, Écologie et Évolution, qui est un master interétablissement entre Université Paris-Saclay, Sorbonne Université, Muséum national d'histoire naturelle et l'ENS Ulm de Paris. La proposition ici est de savoir positionner une approche scientifique écologique sur un sujet choisi et tout à la fois d'y apporter d'autres regards et connaissances et être conscient de ce ressenti toujours vis-à-vis de ce même sujet. Cette proposition est dans le but notamment de reconnaître et de savoir différencier les approches dites objectives, au moins dans un certain référentiel, de celles dites subjectives et de réfléchir comment celles-ci peuvent s'articuler. Dans cette vidéo, le développement de chaque sujet par les étudiants n'est pas présenté, mais uniquement un aperçu condensé sur 1 minute, et dont vous avez ici le premier jet car il n'y a pas eu de répétition préalable. Je vous laisse donc avec les étudiants, leur sujet, leur regard et leur personnalité. En partant d'une question écologique, cela peut nous amener à réfléchir à notre relation avec la nature. Ici, je me suis demandé comment les cerfs se déplacent dans leur habitat, une question qui présente des enjeux importants en termes de gestion des espaces naturels, de suivi des populations. Cela m'a amené à me demander si leur bois gêne ou non leur mouvement. J'ai ainsi fait des recherches sur les cerfs et leur bois. J'ai découvert que la place de cet animal dans le symbolisme est très importante. Ces bois, qui tombent et repoussent chaque année, représentent la renaissance, le cycle éternel de la vie. Symbole si fort que de nombreuses personnes ont été enterrées avec des parties de cet animal. Le cerf a également une dimension religieuse. Enfin, j'en suis venue à réfléchir sur mon ressenti quand je croise une biche ou un cerf en pleine forêt. Je suis tout simplement fascinée par cet animal dont les apparitions si rares s'apparentent à de la magie. Et il est intéressant d'étudier les chevaux domestiques et leur évolution dans le sens où ils entretiennent une relation intime avec les humains depuis leur domestication il y a environ 4500 ans. Domestication à partir de laquelle ils ont révolutionné notre façon de voyager, de faire la guerre et l'agriculture, ce qui a eu des conséquences importantes sur l'histoire humaine et sur l'histoire de notre génome. Dans des recherches récentes, une équipe de paléontologie internationale a étudié plus de 300 génomes de chevaux issus de fossiles et de collections pour comparer la diversité génétique de chevaux domestiqués anciens et modernes. Et en fait, il apparaît comme on peut le voir ici, que l'hétérozygosie des chevaux anciens est bien plus importante que celle des chevaux modernes. Et ils ont notamment démontré que la baisse drastique de la diversité génétique des chevaux a eu lieu au XVIIe siècle, époque à laquelle des sélections très fortes ont eu lieu, et notamment par consanguinité. Et cette pratique, liée aux idéologies de l'époque et de cette conception matérialiste de la nature, est symptomatique de notre rupture avec le vivant et s'est poursuivie jusqu'à nos jours. Et d'une relation intime, le cheval s'est vu relégué au rang de sport, de membre du foyer et compagnon de travail et moyen de transport indispensable. Il est aujourd'hui un loisir pour les plus privilégiés à l'image du reste de la nature. Et j'aurais même tendance à croire que la disparition des chevaux de nos modes de vie de citadins a été l'achèvement de notre rupture avec le vivant et ses processus. Le suivi des populations et l'écologie Torsinus orca. Est-ce un sujet de science? Donc oui, la science étudie le comportement et suit les populations d'orques. Elle le fait parfois en lien avec les peuples inuits, dont des savoirs écologiques traditionnels permettent d'aider la science à mieux comprendre ce cétacé à dents. Mais l'orque, c'est aussi une histoire de rencontres et d'expériences, d'émotions et de circulation d'énergie pour qui croiserait la route sous-marine de ces grands êtres dont peut sembler émaner une grande sagesse. Ce sont des sensations de bien-être à leur côté. Et c'est aussi une histoire musicale avec des chants venus des profondeurs et qui dialoguent volontiers avec le musicien Gene Nolman, perché sur son bateau à l'interface entre deux mondes. Tout cela entremêlé, le suivi des populations et l'écologie d'Orcinus orca est un sujet scientifique et plurisensoriel. Donc, je vais vous présenter ici brièvement les relations hommes-fourmis. Tout d'abord, les fourmis ont un aspect scientifique très important puisqu'elles sont des espèces clés de voûte des écosystèmes et sont très souvent considérées comme des bioindicateurs de l'état des sols. Et donc, lors de mon stage, je vais regarder l'impact de la durée de restauration des parcelles forestières sur les communautés de fourmis, dans le but de voir en quoi les différentes pratiques sylvicoles impactent ces fourmis. Personnellement, je trouve ça tout simplement fascinant à quel point les fourmis peuvent construire des sociétés comparables à la société humaine. Et il y a notamment certains artistes qui se sont intéressés à cela,
comme on peut le voir sur la photo du milieu, où elle représente ici des fourmis de taille de 50 cm environ, qui représentent notamment ici des migrants. Et on voit la dualité entre le fait qu'ils puissent être considérés comme des plaies, mais également leur persévérance. Et il essaye de remettre en question ici notre vision des migrants. Donc c'est pour montrer l'importance des fourmis au sein de nos sociétés. Les bordures de champs ont de multiples facettes. Elles fourmillent de petites bêtes bizarres faisant peur au premier abord et elles regorgent de plantes très belles à voir. Elles sont cependant parfois associées à de la mauvaise herbe, mais nous apportent de l'aide de plusieurs manières. Accueillant des pollinisateurs et protégeant des ravageurs, elles prodiguent des services écosystémiques grâce à la diversité qu'elles abritent. Elles sont aussi peintes par des artistes, elles peuvent être vues comme un condensé de vie fascinant qui représente bien les différents niveaux trophiques du vivant. Elles peuvent sembler désordonnées et il peut être difficile de comprendre avec précision comment s'organisent toutes ces fonctions. Effectivement, elles peuvent protéger des ravageurs ou les accueillir, être une barrière écologique ou un corridor écologique. Certaines ont plus de 100 ans et sont toujours entretenues malgré qu'on ne sache trop pourquoi. Elles peuvent donc être mystérieuses et cela donne encore plus envie de s'y intéresser et de démêler ce qu'elles pourraient nous apporter. Ce qu'on peut voir sur cette image, c'est quelque chose qu'on connaît tous. C'est une turricule de vers de terre, donc une déjection de vers de terre. Par cette turricule, je vais vous montrer que les vers de terre, ils sont très importants dans les sols, mais les sols aujourd'hui sont menacés. Et c'est notamment la biodiversité des sols qui est menacée. Sauf qu'on ne sait pas si la biodiversité des vers de terre dans les sols, elle est menacée. Mon stage, à moi, ça va être de comparer des populations par rapport à des relevés qui ont été faits il y a 45 ans. Et je vais devoir identifier ces vers de terre et en quelque sorte apprendre à les connaître. Et les vers de terre, on connaît leur rôle, mais en fait, on ne les connaît pas vraiment eux-mêmes. Parce que c'est des organismes qui vivent dans le sol c'est opaque. Donc on ne les voit pas, mais on voit quand même leur déjection. Donc on voit quand même leur rôle dans les écosystèmes. Pour mieux les connaître, il faudrait essayer de s'en approcher de différentes façons. Et donc pour ça, on peut essayer de les observer, mais aussi de les photographier, de les écouter, de les dessiner. On qualifie d'espèces exotiques envahissantes des espèces qui sont introduites délibérément ou non dans des endroits qui sont hors de leur zone de répartition et qui vont avoir des effets négatifs sur les écosystèmes dans lesquels ils ont été introduits. Cependant, la notion d'effet délétère est largement débattue, car qu'est-ce qu'un effet délétère sur un écosystème ? Même si maintenant, grâce à l'écologie fonctionnelle, on a de plus en plus d'indices qui permettent d'évaluer les effets délétères sur les écosystèmes, ainsi que maintenant également des effets financiers, ça nous amène à nous questionner sur le rapport au non-humain. Pourquoi ? Car dans le cas où une espèce envahissante a pris le dessus sur un écosystème, une des solutions est de l'éradiquer. Cependant, en l'éradiquant, nous allons à l'encontre de la morale, car en l'éradiquant, nous tuons des animaux. Mais alors, que vaut-il mieux ? Sauver des animaux ou sauver les écosystèmes ? C'est là qu'un dilemme entre en jeu entre animalistes et écologistes. C'est dans cette voie que j'essaierai de déterminer quelles sont les solutions possibles, vers où allons-nous, comment est notre rapport au non-humain dans ce contexte très particulier des invasions biologiques. Bonjour, mon sujet concernera donc les réseaux trophiques, les liens de matière et d'énergie. Les réseaux trophiques en écologie, ce sont des chaînes de relations d'individus qui possèdent des liens dans un écosystème, c'est-à-dire qu'ils vont se transférer donc de la matière et de l'énergie. Ces liens, c'est tout ce qui structure l'écosystème, qui compose les communautés de ces écosystèmes et donc compose notre nature. Néanmoins, on a une vision assez anthropisée et donc liée à la science de ces réseaux trophiques. Il serait peut-être intéressant d'approfondir ces liens vraiment d'énergie et d'observer la place de l'homme dans la nature et de tous les individus comme un être commun et un réseau d'énergie commun à tous.